Bienvenue sur le nouveau format de DVD Classique, le podcast audio, avec lequel nous souhaitons continuer de partager le goût et la culture du cinéma de patrimoine, ainsi que l'expérience du support physique vidéo, comme le font nos chroniques et tests écrits depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui avec nous, j'accueille Justin Quedy. Bonjour, salut. Philippe Paul. Bonjour. Et Stéphane Bauchet. Bonjour à tous. Et cette émission est animée par votre serviteur, Nicolas Bergeret. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va traiter de 3 films qui ont fait l'actualité de la fin d'année 2024, début 2025. On va commencer d'abord par un petit segment d'actualité sur les sorties prévues pour le mois d'avril, puis nous évoquerons ces 3 films les uns après les autres. Il s'agira de Black Sunday de John Frankenheimer, Eolomea de Hermann Zotsche, film allemand Allemagne de l'Est, Compañeros de Sergio Corbucci, et ensuite un petit segment de recommandations. Alors, pour les actus du mois d'avril, je vais vous donner quelques titres. On aura le Salaire de la peur qui sort dans une belle restauration 4K le 11 avril. On aura le coffret Hitchcock aux origines, 10 de ses premiers films entre 1927 et 1932 qui sortent le 15 avril chez Carlotta. Dans les grosses annonces pour le monde entier de la cinéphilie, on a la trilogie du dollar qui ressort dans une restauration 4K chez Arrow en Angleterre, qui sortent les uns après les autres d'avril à juin. Donc on espère les voir un jour en France. Peut-être. Si Dieu le veut. Amazon, Jeff Bezos, fais-nous sortir ça. Parce que les droits sont chez Amazon, MGM. ils ont racheté la MGM. Donc du coup, ils ont les droits de... C'est pour ça que... Bon, là, je sors du truc, mais c'est pour ça qu'il y a des bisbilles, notamment au niveau des droits des James Bond, des droits de saga James Bond dernièrement. Il a racheté MGM, donc il a tout le catalogue, effectivement. Donc... Du coup, pour ceux qui ont Amazon Prime, ils peuvent retrouver, parfois ils balancent, ils arrosent de titres même assez rares sur Amazon Prime. Si vous farfouillez un petit peu, vous pouvez tomber sur des pépites MGM qui ressortiront peut-être pas tout de suite en DVD, mais voilà, en allant un petit peu farfouiller, il y a possibilité de trouver quelques bonnes choses, quoi. Bon, on espère qu'il y aura un partenariat chez un des meilleurs éditeurs français. Au niveau des autres sorties, celles qui vont être chroniquées sur notre site, on en a plusieurs du côté de Justin. Donc Dunkerque de Leslie Norman, un film de 1958 chez Tamasa, qui sortira le 22 avril. Toujours chez Tamasa, Jeunesse perdue de Pietro Germi. Et Pontcarra, le colonel d'Empire, qui sortira chez Pathé le 24 avril. Est-ce qu'il y a un de ces films dont tu aimerais nous parler? Alors malheureusement, je dois les chroniquer, mais je ne les ai pas encore vus. Mais on peut parler de... en tout cas, Dunkerque, c'est un petit peu un film de guerre quand même assez... de grande ampleur quand même, avant le fameux Christopher Nolan et avant aussi le film d'Henri Verneuil. Donc c'était une espèce de grosse production anglaise des années 50, quand même dans la continuité des films de guerre anglais, qui après les années 40, après les films qui étaient un peu plus de propagande, donc les films des années 50 qui essayaient d'avoir un côté un peu plus introspectif, un côté un petit peu plus rebondir sur des éléments plus intimistes avec la grande histoire, en équilibrant les deux. Donc c'est un film qui a l'air dans cette continuité-là, où il y avait les moyens de faire des films à grand spectacle, un peu plus ouvertement à grand spectacle que les films de propagande des années 40, où ils reprenaient des stock shots, où c'était un petit peu... un peu plus bricolé dans cette volonté de propagande, c'était plus voué à l'humain. Là, ça semble être un film un peu plus destiné dans qui annonce un peu les films des années 60, qu'on aura à grand spectacle, tels que le jour le plus long et autres, ces genres de choses, de grands spectacles qu'on aura. Donc c'est un peu un film qui préfigure tout cela, je pense. Ok. Philippe, toi, donc c'est pas en avril, mais ça sortira en avril chez nous sur le site. Tu vas chroniquer Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi, qui est sorti le 12 mars chez Studio Canal dans la collection de nos années 80. Est-ce que c'est un film auquel tu tiens? Oui, c'est l'occasion de défendre, donc je disais, le Grand Pardon. Aujourd'hui, c'est vu un peu comme un film. Enfin, je trouve que c'est vu comme un film, je sais pas, un peu mineur. C'est souvent un peu méprisé, une sorte de sous-parrain à la française. Je trouve ça un petit peu dommage de le réduire à ça. Je trouve que dans la veine là, des 2-3 premiers Arcadi, on a quand même un beau film à grand spectacle. C'est pas plutôt le 2 qui est très méprisé. Le premier, j'ai l'impression qu'il garde sa petite réputation. Pour avoir eu quelques petits échanges récents, notamment sur le forum de DVD classique, si le premier aussi est un peu méprisé, ça doit être l'effet Roger Hanin ou je ne sais quoi. Alors qu'effectivement, pour moi, on a un beau spectacle. Pour moi, effectivement, on a un film qui s'inspire du Parrain, mais plutôt pour le meilleur. On n'a quand même pas 250 bons films de gangsters à la française, quoi. On va faire Justin de Marseille, Borsalino et... surtout dans les années 80. Et Le Grand Pardon, et puis surtout dans les années 80. Ça fait partie des
des très bons polars des années 80, il n'y en a pas tant que ça, malgré une petite légende urbaine qui se développe actuellement. Il y a un bouquin qui est sorti. Un bouquin qui est sorti, ouais. Avec un beau casting qui annonce quand même un peu toute la décennie à venir. Je trouve que c'est un film qui fonctionne bien. Je le disais comme les 3-4 premiers films d'Alexandre Arcadi. Après, on peut discuter de la suite de sa carrière, mais je trouve que le début est très réussi. Ce sera l'occasion de le dire. Ok. Et donc, en niveau des tests, on a Stéphane qui va s'occuper de Né un 4 juillet. Est-ce que tu as déjà reçu le disque 4K, Stéphane ? Alors, non, je n'ai pas encore reçu le disque qui est tout juste arrivé dans leur bureau. Ce sera bientôt fait. Par contre, je voulais signaler quand même, d'une manière plus générale, je tenais à le dire, que on a quand même beaucoup de chance par rapport à l'édition vidéo en France. On a quand même un choix, même si certaines cinématographies sont moins représentées. L'américain forcément, même s'il y a quelques rééditions de Clint Eastwood ou le Amadeus qui va sortir aussi chez Warner, on a quand même les indépendants français font quand même un très très bon boulot, et tant dans le cinéma français que dans le cinéma italien, asiatique. Voilà, là par exemple je viens de recevoir Malcolm X, qui n'est pas asiatique, hein, qui est américain, mais pas mal de choses. On a du cinéma italien, on a vraiment beaucoup de choses. Enfin voilà, je tenais quand même à le signaler parce que c'est quand même important. On a une liste longue comme le bras toute l'année, avec des éditeurs qui se bougent, des choses très variées et de qualité. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, ils ont bien su rebondir par rapport au catalogue des studios qui se sont un petit peu fermés. Exactement. Et ils ont vraiment réussi dans l'ensemble, à bien se réinventer pour nous proposer, élargir du coup la proposition. Au niveau des cinématographies, des genres, parce qu'au tout début du DVD ou même du Blu-ray, c'était quand même très studio US, classique US, exactement. Et ça s'est, bon, là, à cause d'autres soucis, ça s'est un peu fermé ces catalogues-là, et on continue à être abreuvé de sorties, il y a pas mal de choses assez rares qui sortent. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi eu, à cause de la rareté des Américains qui ont verrouillé leurs propositions de sortie, je pense qu'il y a eu un appel d'air du cinéma italien, des droits qui sont ou du cinéma japonais ou asiatique qui s'est comme ça, les droits se sont débloqués parce qu'il y a peut-être eu une prise de conscience qu'un marché allait été à prendre peut-être pour prendre la place justement de la domination américaine. Et c'est un peu ce qu'on voit puisque on a beaucoup quand même ça correspond aussi de rareté ou de choses moins connues. Et moi, je redécouvre à titre personnel, je découvre tout le cinéma italien. On connaissait les classiques, les comédies ou les Fellini, les gens comme ça. Et il y a plein de choses, le cinéma de genre italien, que le Shaky Fume ou Artus, ou même les autres se sont mis à rééditer, qui étaient connus des spécialistes et que je redécouvre avec un grand plaisir. Vraiment, il y aura, on en parlera dans quelques mois, La Queue du Scorpion qui sort chez le Shaky Fume après la trilogie du Vice qui était de Sergio Martino qui était sorti chez Artus par exemple. Mais il y a plein d'autres exemples. Et ouais, ça correspond aussi un peu à l'évolution de la lecture critique actuelle. Aujourd'hui, la tendance d'une certaine manière, c'est la redécouverte du cinéma italien, japonais, anglais, des années 50, 60, 70. Ouais, le temps fait son œuvre. Le temps fait son œuvre, exactement. Le cinéma de patrimoine américain, c'est dommage pour certains titres qu'on ait maintenant du mal à les trouver pour le cinéma des années 30-40, mais c'est vrai que ce sont des œuvres qui sont plus connues et globalement qui restent accessibles ou qui ont été accessibles assez facilement il y a une dizaine d'années, quoi. Et ouais, oui. Et on a de la chance, malheureusement on n'est pas assez nombreux sur DVD Classique pour communiquer toutes les sorties, mais peut-être un jour arriverons-nous à recruter. Voilà. C'est quand même il y a une chronique 5 jours sur 7 quand même. Et oui, mais on couvre pas tous les films qui sortent, malheureusement. Il faudra en faire plusieurs par jour. Et pour ce qui est de l'actualité concernant cette fois directement DVD Classique, je vous apprends le nom de la personne qui a accepté de nous accorder un entretien pour le prochain numéro de la séquence du spectateur. Il s'agit du réalisateur Robin Davis, qui a eu la gentillesse de passer plusieurs heures avec nous, à revenir sur sa carrière et son goût pour le cinéma américain comme français de toute époque. Voilà, il nous parlera aussi beaucoup de sa collaboration avec Georges Lautner, dont il a été l'assistant et le réalisateur de seconde équipe pendant plusieurs années. Voilà, à paraître fin avril sur DVD Classique.
Et c'est parti pour le segment sur Black Sunday, donc un film de Frankenheimer sorti en 1977 aux États-Unis puis en France. Et on a eu droit à un petit Blu-ray de la part de Sidonis Calista, sorti chez nous, je vérifie mes notes, le 10 janvier 2025. Il n'a pas eu de test sur DVD classique, mais la chronique a été publiée et elle est signée Justin Cody. Justin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film ? Oui, donc le film, c'est au niveau de l'histoire, c'est un film qui est un peu dans la continuité de l'actualité géopolitique de ce début des années 70, puisque le conflit israélo-palestinien était... Bon, est-ce qu'il a jamais été sorti de l'actualité ? Je ne crois pas, donc, en tout cas, parce qu'on est en plein dedans encore aujourd'hui. Donc là, c'était après les événements de la prise d'otage à Munich, et donc ça a inspiré un roman du même nom, je crois, rédigé par Thomas Harris, qui se fera connaître beaucoup plus tard, quelques années plus tard, avec le Silence des agneaux, Le Sixième Sens, sa trilogie sa saga autour de Hannibal Lecter. Et donc c'est son premier roman, si je ne me trompe pas. Et donc ça évoque... c'est un film un peu précurseur, puisque ça évoque une tentative d'attentat sur le territoire des États-Unis, donc bien avant le 11 septembre et tout cela. D'ailleurs, ça va causer quelques problèmes à la diffusion du film après les événements du 11 septembre, où le film va devenir un petit peu invisible parce que ça va rappeler un petit peu trop de réminiscences des vrais événements, alors qu'au moment de sa sortie, ça sera jugé comme un peu assez grossier, assez incroyable, assez peu crédible dans son argument, alors que la réalité va dépasser la fiction quelques années plus tard. Et donc c'est le récit d'un groupe d'un vétéran américain qui va essayer de vendre à des membres de Septembre Noir l'idée, en tout cas la possibilité de réaliser un attentat sur le territoire américain durant le Super Bowl. Et à côté de cela, donc il va y avoir deux membres du Mossad qui vont enquêter pour remonter le fil et empêcher la tenue de cet attentat. Donc voilà, j'en reste là, j'en dis pas plus, mais en tout cas c'est un film dans la carrière de John Frankenheimer qui constitue une sorte de seconde chance, puisque Frankenheimer il a eu un début de carrière assez tonitruant. Alors c'est un réalisateur qui est un peu dans la continuité de ces réalisateurs un peu à la Sidney Lumet, à la Arthur Penn, qui ont démarré à la télévision en tournant des drames en direct, en quelque sorte. Donc il s'est assez rodé techniquement dans ce cadre-là. Et ensuite, tous ces réalisateurs-là vont passer à la réalisation au cinéma. Donc lui, il va le faire, il va avoir un début de carrière assez tonitruant, notamment grâce à la rencontre qu'il va faire, la rencontre plus ou moins amicale. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des bisbilles sur leur première collaboration, mais ensuite ça va mieux se passer parce que il va travailler avec notamment Burt Lancaster sur le prisonnier d'Alcatraz, où ils vont faire un film en commun avant. Ça va mal se passer, mais finalement, en fait, sur le prisonnier d'Alcatraz, Lancaster, qui était producteur, a embauché Charles Crichton, le réalisateur anglais, et ça va très très mal se passer entre eux. Donc du coup, il va virer Charles Crichton, il va rappeler Frankenheimer, où malgré la première collaboration houleuse, il a vu que c'était quand même quelqu'un de plutôt compétent techniquement. Et là, le prisonnier d'Alcatraz, le tournage va mieux se passer. Et du coup, ils vont faire pas mal de films durant les années 60 ensemble. Des films assez marquants, c'est-à-dire que John Frankenheimer, c'est en quelque sorte l'inventeur du cinéma paranoïaque. C'est-à-dire que le marqueur du cinéma paranoïaque, c'est plutôt les années 70, avec des films comme Les Hommes du Président, à cause d'un assassinat ou ce genre de choses. Mais en fait, dès les années 60, Frankenheimer, il capture quelque chose de cette paranoïa par rapport à la peur anticommuniste. Il capture une sorte de peur où la peur est intérieure. En fait, le mal est intérieur. En fait, il y a une peur extérieure par rapport aux communistes, mais le mal est intérieur par rapport à différents films qu'il va aborder. Notamment donc Un crime dans la tête, Un crime dans la tête, où on a un Américain rescapé, un vétéran de la guerre de Corée, qui s'est plus ou moins fait laver le cerveau pour commettre un attentat aux États-Unis, commettre un assassinat aux États-Unis. Il y a 7 jours en mai, où c'est des militaires américains qui tentent un putsch sur le territoire américain. Donc ça, c'est l'aspect plus politisé, mais il y a un côté plus existentiel aussi, avec un film comme Second, où là c'est un Américain qui décide de changer de vie, et qui va décider de changer de visage, de changer de vie, devenir... donc le changement de corps
va se faire en devenant Rock Hudson, hein, plus ou moins. Donc, et là, c'est quelque chose de plus existentiel, de moins politisé que les films précédents. Mais en tout cas, il y a... Il y a quand même une critique de la société américaine, Ouais. une forme d'aliénation dans son rêve de Tout à fait, ouais. réussite par le bien Mais matériel. je veux dire que c'est un mal plus intérieur que les films précédents où il parle où c'est vraiment la peur du communisme. Enfin, il y a une peur extérieure. Là, c'est vraiment un mal intime, on va dire, quelque chose de plus intime par rapport au film précédent qui avait un ancrage politique plus marqué. Et je trouve que par là, il arrive à capturer un mal du mal, justement, du mal américain, de la perdition un peu du mal américain. Ça démarre un peu avec Seconds, justement. Ensuite, il va faire un film qui s'appelle Les parachutistes arrivent, où là, il y a le côté, comme tu le dis, de l'Americana, une critique de l'Americana, où c'est-à-dire c'est des parachutistes itinérants qui se retrouvent à s'arrêter dans un petit village pour faire leur prestation, leur spectacle, une sorte de spectacle forain de parachutisme. Et là, ils vont être rattrapés par pas mal de démons intérieurs qui les rongent depuis un certain temps. Et il y a aussi le film je crois que c'était toi qui l'avais chroniqué, Philippe, le pays de la violence. Non, c'est pas moi qui l'avais chroniqué. Ah d'accord, je suis même pas sûr de l'avoir vu. D'accord, bon, en tout cas, mais où il capture aussi ce mal, ce côté du mal américain avec Gregory Peck, qui est une sorte de film un peu de plus ou moins de justicier ou en tout cas de redneck, et là aussi il capture ce côté-là. Et je trouve que justement Black Sunday est dans la continuité avec le personnage joué par Bruce Dern, où là c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est Rambo de Ted Kotcheff. Pendant longtemps, c'était un projet de Frankenheimer. Donc c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis un certain temps. Donc c'est marrant parce qu'il y a il y a quelque chose de cela, hein, le vétéran américain qui se perd un petit peu idéologiquement et dans une sorte de violence. Et donc il y a quelque chose de cela dans Black Sunday. C'est le vétéran américain qui a été perdu par les États-Unis aussi. Oui, aussi, exactement. C'est pas lui. C'est pas lui qui est fou initialement. C'est quand même. Il a été abandonné. D'ailleurs, c'est dans le film. C'est vraiment explicité dans le film. Il y a une séquence où il doit avoir une séance avec une sorte de psychologue qui doit le prendre en main. En fait, le psychologue, il en voit tellement passer que il connaît même pas son dossier. On voit bien qu'il le traite comme il traitait n'importe quel patient. Alors que c'est des gens qui devaient être vraiment traités qui ont des PTSD de mal post-traumatique du front et qui doivent être vraiment traités avec attention. Et on voit que le psychologue, dans cette fameuse séquence où il n'est pas du tout attentif, et même avant qu'il se entretienne avec le psychologue, on voit qu'il est dans une sorte de salle d'attente. Il se retrouve avec une secrétaire qui le prend de haut. Enfin, on voit que ce pas des gens qui ont été vraiment traités, pris en main après l'expérience de la guerre du Vietnam. Et donc, la conséquence, c'est qu'il a un ressentiment par rapport au pays. Et il va vendre une possibilité d'attentat à des membres de Septembre Noir. Et donc, il y a cette thématique-là. Et en fait, Frankenheimer, il met en parallèle, parce qu'en fait, c'était un sujet sensible. Enfin, ça l'est toujours, mais à cette époque, ça l'était déjà. Et le risque, c'était d'avoir l'air de prendre parti, justement, que ce soit pour les Israéliens ou les Palestiniens. Et il réussit, alors je ne sais pas si c'était dans le livre initialement, mais en tout cas dans l'adaptation, il réussit à remettre tout le monde dos à dos en prenant le mal, en tout cas l'idéologie guerrière. C'est une sorte de cercle, de boucle qui fait que ça ne s'arrêtera jamais en quelque sorte, quoi. Et donc, la manière dont il caractérise le personnage de comment il s'appelle, Robert Shaw, où il y a des dialogues qui rebondissent, parce qu'il y a des moments où que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, du Mossad, où il y a des moments où ils passent pour vraiment des personnes froides qui exécutent vraiment leurs tâches, qui sont vraiment fanatisées, on peut dire ça comme cela. Et progressivement, de chaque côté de la barrière, il réussit à montrer qu'il y a des événements traumatiques qui se sont passés, que ce soit au niveau du peuple israélien ou des mots anciens, ou même du peuple palestinien où ils ont été, chacun a volé le territoire de l'autre plus ou moins. Voilà, je ne rentre pas dans le détail politique, mais en tout cas il y a des mots qui s'expliquent pour que ce soit chacun fanatisé de cette manière-là de chaque côté. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il montre les différents stades en fait, de cette fanatisation. C'est-à-dire que Robert Shaw, c'est un personnage plus vieux, plus âgé, qui est un petit peu revenu de tout, qui a une sorte de lassitude par rapport à cela. Alors que le personnage de Mark Keller, c'est un personnage vraiment fanatisé, qui est vraiment
qu'ils n'ont pas le même âge. Elle doit avoir la vingtaine, et donc elle a connu, les traumas sont encore frais en elle, et du coup elle a un côté vraiment fanatisé, alors que lui, il a une sorte de recul, une sorte de lassitude, et j'aime bien comment il met ça en diagonale, en parallèle, et on finit par comprendre, voilà, grâce à ça, pour quelles raisons ils sont passés par là, pour quelles raisons cette violence s'exprime crûment, ou s'est exprimé plus crûment pour le cas de Robert Shaw, puisqu'il raconte des anecdotes, hein, des mots passés qu'ils ont eus. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Il a quand même un acolyte pendant une bonne partie du film, Robert Shaw, qui est lui-même un membre du Mossad israélien plus jeune. Oui, justement, qui et est lui aussi qui est dans fanatisé que le personnage de Marthe Ouais. Keller, et qui un peu incarne cette idée d'une jeunesse qui est, elle, combattante, et dont seule avec l'âge, ils se rendront compte un peu de la vacuité de leur combat, jusqu'à ce que, évidemment, des épisodes dramatiques poussent Robert Shaw à continuer jusqu'au bout. J'essaie de pas trop spoiler. Mais on sent qu'il a en tout cas cette lassitude le côté assassin franc. On devine qu'il a été comme Marthe Keller avant. On le devine. D'ailleurs, je crois c'est quoi le surnom qu'il lui donne dans le film ? La solution finale. Je crois que c'est le surnom qu'il a. Donc on devine que il a dû faire des choses pas très propres du temps de ses débuts, et donc mais on sent qu'il y a un recul. D'ailleurs, au début du film, sans trop rentrer dans les détails, mais la scène d'ouverture, c'est une scène un peu une barbouzerie où ils attaquent une base où sont les réfugiés, les membres de Septembre Noir, où ils préparent déjà le futur attentat qu'on aura à la fin du film, et ils se retrouvent face à Mark Kenner qui est sous la douche, qui est nu, complètement vulnérable, et puis il l'épargne. Et finalement, alors on se dit c'est un geste humain, mais finalement savoir ses conséquences, plus tard on se dit qu'il aurait peut-être pas dû l'épargner par rapport aux conséquences que ça va avoir pour le reste du film. Oui, le film est très malin dans ce qu'il dit sur le rôle de la violence, à quel point est-ce que c'est parfois un bon choix de tuer ou de ne pas tuer, et où en fait on ne sait pas quelles peuvent être les répercussions de un choix, un non-choix, où est le bien, où est le mal quand on choisit de tuer ou de ne pas tuer. Tout se retourne tout le temps contre les personnages. Oui, il y a la réalité, ils sont attrapés que ce soit dans le côté fanatique ou dans le côté où ils décident de s'humaniser un petit peu, il y a des conséquences à chaque fois qu'ils payent en définitive, et donc à ce moment-là, oui, et on sent que lui, il y a cette lassitude. On peut deviner que l'ancien Robert Shaw, plus jeune, il l'aurait assassiné sans état d'âme, et là, il commence à avoir cette forme de lassitude, mais finalement, il n'aurait pas dû... cette humanité va se retourner contre lui. Et donc voilà, on a cet aspect-là, voilà, cette ambiguïté qui est assez intéressante, je trouve. C'est une ambiguïté qui est forte. Enfin, moi, je trouve que c'est pas seulement ambigu et de renvoyer tout le monde dos à dos. Ça reste un film américain qui, on va dire, par défaut, supposé s'adresser à des Américains et prendre un parti américain. On peut imaginer que, naturellement, le spectateur est quand même plus facilement du côté de l'agent du Mossad que du côté de Mark Keller, par défaut. Surtout avec la fraîcheur des événements, de la prise d'attentat. Surtout avec les événements récents. Ils sont pas tant américains, ce sont des agents du Mossad qui, justement... Non, mais je veux dire, le public américain, naturellement, politiquement, il sera, je pense, plus tenté de s'identifier, en tout cas, à l'agent du Mossad. Et il y a quand même au milieu du film, lorsque Robert Shaw s'adresse à l'ambassadeur d'Égypte, je crois que c'est ça, pour avoir des informations sur Mark Keller, et qu'on a l'histoire de Mark Keller, du personnage de Mark Keller en direct, avec ce qui s'est passé, on va dire, en Palestine entre 46 et 77. C'est une prise de position qui est que je trouve assez violente. Le film me paraît totalement impensable aujourd'hui en 2024. Cette séquence-là, elle est coupée au montage. Je trouve le film, on est assez tard dans les années 70. Il a un discours plus qu'ambigu. Il remet très très largement en cause. Il est à la limite, il justifie pas les actes, il justifie pas l'attentat. Je trouve qu'il justifie largement le comportement du personnage. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est fort, c'est pas après, il y a un parallèle auquel on pense immédiatement, c'est avec Munich de Steven Spielberg, parce que le film lui-même évoque les événements de la prise d'otage et du massacre de 72 des Jeux Olympiques de Munich. C'est évoqué à un moment dans le film que c'est dans la continuité, c'est des gens qui ont commis, où ils étaient... de toute façon, c'est le même groupe, c'est le même groupe, ils sont cités. Du coup... 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, Spielberg fait Munich, qui est spécifiquement sur cet événement, avec cette fois le groupe d'Israël. On commence avec, dans le sens inverse, on a l'attentat commis par les terroristes palestiniens, et ensuite on voit la police israélienne les poursuivre et les assassiner. Et c'est, disons que presque dans Munich, on a
on est plus du côté des Israéliens, alors que dans Black Sunday, on est du côté des deux camps. On a le point de vue autant des terroristes palestiniens que des services secrets israéliens. Mais le film de Spielberg est déjà dans une forme de critique de la violence à tout prix, du cycle de la vengeance, et à se poser la question de l'utilité de la lutte jusqu'au boutiste. Dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Mais tout en faisant cela, malgré tout, comme disait Philippe, il y a malgré tout une forme de parti pris pour les agents du Mossad, c'est-à-dire que les scènes les plus en dehors de l'attentat, je parle que les scènes de poursuite, par exemple, il y a une scène de poursuite urbaine assez violente et on voit qu'il y a un côté impitoyable où on dénie toute empathie envers l'humain. C'est plutôt du côté des agents de Septembre Noir lors de cette poursuite urbaine où on a, d'ailleurs c'est un leitmotiv visuel assez fréquent chez Frankenheimer, c'est-à-dire qu'on tire dans le tas, c'est-à-dire que les figurants ils prennent assez cher quand même dans ce film. J'ai un souvenir, c'était un film plus tardif qui était Ronin, où là, bon, mieux vaut pas être figurant, voilà, sinon les balles perdues elles sont pour vous dans Ronin. Et donc il y a quand même ce côté-là où il est capable de prendre un enfant en otage dans la rue ou des choses comme ça, où il y a un côté jusqu'au boutiste, kamikaze quasiment, qui est plus présent quand même chez les agents de Septembre Noir. Donc tout en étant égalitaire dans les raisons qui ont amené chacun dans cette direction-là, il y a malgré tout... Il privilégie l'empathie naturelle du spectateur vient pour celui qui essaie de sauver des vies, c'est-à-dire un personnage de Robert Shaw qui essaie d'empêcher un attentat, malgré tout, naturellement. Ça peut être contrebalancé malgré tout par le fait que très rapidement dans le film, après cette première séquence que tu évoquais tout à l'heure, où la barbouzerie du Mossad contre Septembre Noir, ils sont plus que deux dans Septembre Noir, donc c'est quand même aussi un film qui raconte que l'aventure est plus que deux et très rapidement plus qu'une. Mark Keller, c'est aussi un film où l'héroïne négative entre guillemets est toute seule. Oui, donc elle se monte aussi la tête. Elle se monte aussi la tête et forcément aussi elle est obligée de faire ce qu'elle peut entre guillemets pour arriver. Parce que la scène de fusillade que je dis, c'est un autre acolyte qui intervient beaucoup plus tard dans le film. C'est un supérieur même. Oui, c'est une sorte de référent. Oui, c'est ça. Ça ferait dans un milieu d'espionnage, c'est son référent. Et lui, il pense à aucun moment, il pense à se rendre, il pense à tirer dans le tas. C'est quand même, c'est assez saisissante, quoi. Et dans l'ensemble, c'est au-delà de ces thématiques politiques, le film, c'est un thriller. En termes de montage, en termes d'efficacité, on est face à quelque chose de très impressionnant avec des accents très très frickiniens, très école montage télévisuel de la fin des années 50. Que pour un film qui dure 2h20 et avec un climax quand même assez exceptionnel. Voilà. Là, c'est la dernière demi-heure. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est quand même, on est quand même tendu à bloc, même avec quelques effets spéciaux par intermittence qui peuvent avoir un peu vieilli. Mais même comme ça, je trouve qu'il y a une montée de tension avec le score de John Williams, les prises de vue réelles qu'on a dans les airs avec comment ça s'appelle un zeppelin. Un zeppelin, voilà, je suis en train de chercher le nom. Donc c'est quand même, en termes de thriller, de montée de tension de thriller, il y a un côté presque blockbuster avant l'heure, même qui jure même presque avec le côté pur thriller qu'on a eu avant. Pur thriller un petit peu, je vais pas dire intimiste, mais en tout cas plus minimaliste. Et là, tout d'un coup, on a une grandiloquence avec la musique de John Frankenheimer, avec cette grand morceau de bravoure. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, de cette séquence finale. C'est une demi-heure de tension jusqu'à la toute dernière minute, effectivement, même si visuellement on voit bien l'époque, mais c'est efficace jusqu'au bout. Elle est particulièrement prenante, cette fin. Son côté extrêmement. En plus, on découvre, parce que ça reste assez mystérieux pendant une grande partie du film. Le protocole. Le protocole. Déjà, au début, on ne sait pas que ça va être pendant le Super Bowl. On finit par comprendre que ça va être le Super Bowl. Bon, on ne comprend pas trop comment. Et puis, toutes les pièces s'emboîtent. À la fin, on comprend comment ça va se dérouler. Et là, oui, c'est incroyable, quoi. Le film gère très bien le suspense et la manière avec laquelle on introduit au spectateur des éléments ou pas pour susciter tout le temps sa curiosité quand au plan des terroristes, on livre des éléments. Je trouve que pour le coup, la mise en scène de Frankenheimer est peut-être pas complètement aboutie dans ce travail de révélation, on cache, on révèle, ce que vont faire plus tard les cinéastes comme Spielberg ou Pakula sur ses propres thrillers paranoïaques. Je trouve qu'ils sont
un peu plus maniériste, un peu plus Hitchcockien, un peu plus capable de créer des effets et de susciter la surprise. Et le film de Frankenheimer, c'est beaucoup, je trouve, dans le récit et dans le montage. Mais dans sa mise en scène pure, les moments les plus forts, ce sont ceux où on se retrouve dans l'action, dans la violence brute. Et effectivement, la scène de fin, au-delà des effets spéciaux qui parfois effectivement font vieux, mais où malgré tout il y a un sens du montage, il y a ces montages un peu épileptiques qu'on retrouve dans un film comme Seconds et qui reviennent au moment du danger imminent du crash du Zeppelin, mais il y a aussi ces moments de plans très longs, je pense surtout au plan de Robert Shaw qui court, qui traverse tout le football, le stade de football de long en large pour aller passer une information à l'un des responsables, et où on a un plan long où on le voit qui longe la foule. On est au milieu, je sais pas comment ils ont tourné d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, j'imagine que c'était un vrai match de foot et que le comédien était... C'est entre les deux, c'est-à-dire je crois qu'il y a des prises qu'ils ont fait à part, et puis il y a des prises où ils sont vraiment venus filmer un Super Bowl, c'est-à-dire les plans larges, les plans de foule et tout ça, ils sont vraiment venus filmer un Super Bowl. Puis les plans, il y a quelques plans de coupe où là ils l'ont filmé à part, mais après le montage fait que je crois que c'est dans la continuité. Et puis il y a des moments aussi qu'ils ont tourné sur place, je crois que Robert Shaw, les moments où il court vraiment les plans larges, on voit quoi, oui. Et donc c'est entre les deux. Là, on sent vraiment que personne ne fait attention à lui. Il traverse le stade en pleine activité, en plein match, avec les caméras qui tournent. C'est là que l'expérience de la télévision parle, hein, du coup, de Frankenheimer. On sent vraiment qu'il a l'habitude de gérer, enfin moins que dans d'autres films, mais je trouve que quand même on le ressent quand même. D'ailleurs, il faut dire que c'est pour ça qu'il avait été engagé, parce que cette période-là, c'est un peu une période de creux pour Frankenheimer, c'est-à-dire que passé tous ces grands thrillers qu'il avait fait dans les années 70, il a eu quelques échecs critiques et commerciaux fin des années 60, début des années 70. Donc il avait migré en France pour faire quelques films un peu plus... des tentatives un peu plus autorisantes, il a voulu tenter un exil, mais les films n'ont pas fonctionné, n'ont pas eu l'accueil attendu. Donc il est revenu aux États-Unis pour faire French Connection 2, et où là il est revenu à ce savoir-faire, caméra à l'épaule, style sur le vif et autres, et je pense que c'est quelque chose qui a contribué à le faire embaucher, parce que pour Black Sunday, ce que je crois, si je me trompe pas, c'était une pratique qui était assez courante dans les années 70, c'est que certains bouquins étaient disponibles sur épreuve, qui circulaient sur épreuve, et donc quand tu avais un cinéaste qui était intéressé, il pouvait se proposer spontanément en amont, parce qu'il avait pu lire le livre avant sa parution. Et je crois que ça s'est déroulé comme ça pour Black Sunday. Il l'a lu sur épreuve, et puis il a vu que c'était un projet pour lui, taillé pour lui, et il s'est proposé c'était la Paramount, hein, c'était à Robert Evans. Robert Evans, ouais. Et donc je crois que c'est comme ça qu'il était embauché. Et comme il avait fait French Connection 2 juste avant, voilà, il a prouvé que ses aptitudes de réalisateur un peu de thriller étaient intactes malgré l'exil européen et la parenthèse européenne. Et donc ils voulaient vraiment, c'était une démonstration de force pour montrer qu'il était de nouveau capable de proposer ce genre de film-là. Et comment ça a fonctionné ? Alors malheureusement, le film n'a pas trop marché au box-office. Alors il y a une raison, c'est parce qu'il y avait quelques mois avant, la même année, il y a un film, je crois que c'est toi qui l'avais chroniqué, Philippe, le film avec Charlton Heston, Un tueur dans la foule, hein, oui. C'est ça, qui était sorti quelques mois avant, qui a un pitch plus ou moins voisin, que je trouve un peu moins bon que Black Sunday. Ça fonctionne différemment. Ouais. Et donc du coup, la fraîcheur que pouvait avoir le pitch de Black Sunday était un peu éboussée, vu que c'était à quelques mois d'écart, et le film a pas trop marché au box-office, alors que c'était censé être vraiment une seconde chance pour relancer totalement la carrière de Frankenheimer. Et finalement, la suite de sa carrière, donc il y aura des hauts et des bas, mais j'ai l'impression, à part son travail peut-être qu'il va faire à la télévision dans les années 80-90, que personnellement je connais moins, donc je me prononce pas dessus, mais il paraît qu'il a fait des très bonnes choses. Les choses les plus intéressantes qu'il a pu faire par la suite après Black Sunday, c'est plutôt du côté de la télévision, parce qu'au cinéma, il y a des choses correctes, mais on reste dans le registre de la série B policière ou d'action plutôt correcte, parce qu'il y a même du nanar, hein. Il avait fait, comment s'appelle ce film, le film de ninja, là, c'était Armes égales. Oui, ça c'est moyen. Après, il y a dans les années 80, je crois qu'il doit y avoir Paiement Cash avec Roy Scheider, qui est un film qui suit agréablement. Ouais. Mais on ne retrouve pas les hauteurs de ses débuts. Mais ce sera difficile. Mais Black Sunday, à mon sens, aussi, malgré tout, pour un film tel qu'il est, c'est-à-dire, on l'a dit, très ambigu. 77, c'est un peu tard. Ouais. C'est-à-dire qu'on est déjà vraiment à la toute fin de cette période. Là, il y a Star Wars qui est arrivé ou qui est sur le point d'arriver. C'est la même année. Je suis pas sûr que le public soit encore prêt. Enfin,
est encore en vie, particulièrement public américain. Il y avait encore des choses. En termes de catégorie... On l'a bien vu cette année-là, Sorcerer ça fait 0, Black Sunday ça fait 0, enfin on dirait en termes de catégorie, le public il y avait encore quelques petites choses, il y avait Apocalypse Now, des films il y en a quelques-uns, mais le public a déjà plus envie de voir ces films-là et de regarder, d'avoir ce ton-là au cinéma. Ouais. Je trouve et c'est vrai que ça marquait un peu malgré tout le dernier très très gros film, peut-être qu'on n'a pas vu, hein, mais le dernier gros film de Frankenheimer, je pense. Mais après, semble-t-il, parce qu'il y a eu une rétro récemment à la Cinémathèque, hein, donc une grosse rétro en janvier-février de l'ensemble de sa filmo, et il semble quand même que ces travaux à la télévision, il y avait des choses assez ambitieuses. Il faut aller chercher plutôt du côté de la télévision. Oui, pour des films où à nouveau il reparle de la situation politique américaine. Et oui, parce que le film qui suit directement, c'est Prophétie, le monstre, en 1979, et je crois que ça, c'est pas terrible. Je crois que c'est pas bien, oui. J'ai pas vu non plus. J'ai pas vu, mais peut-être le titre. En tout cas, Black Sunday, ça a fait 15 millions de dollars aux États-Unis, et sur un budget d'environ 8, et en France, il y a eu, je crois, 300 millions. Alors que c'était vraiment vendu comme le gros film... le gros thriller, et ça savait pas... Oui, c'était dans la continuité des films catastrophes qui étaient... Oui, en plus, le final, en plus, c'est ça, tu as raison, ça fait très film catastrophe... un peu le greffe film catastrophe et thriller. Philippe, que Star Wars arrive et va commencer à un peu changer les... Si on compare à d'autres films catastrophes, tu compares à La Tour Infernale, le ton c'est pas le même. Clairement, c'est moins récréatif qu'un... C'est quand même angoissant finalement, Black Sunday, si on y pense, et je pense que si t'es contemporain dans ces années-là, tu peux te dire ça ne peut pas arriver parce que c'est trop gros. Tu peux te dire aussi que ça pourrait arriver. Ouais. Je pense que en tout cas, à l'époque où il est sorti, on a trouvé que c'était too much. Ça peut être un film angoissant, et en plus qui prend quand même un parti ambigu par rapport à sa vidéo. Parce qu'après le 11 septembre, comme je disais, c'est un truc, c'était banni des rediffs télévisés et tout ça. C'était un film qui était devenu assez invisible. Frankenheimer, il a pas de bol, hein, parce que du coup, le film avec Sinatra... Aide-moi, pas une balle dans la tête, mais... un crime dans la tête. Un crime dans la tête a été déprogrammé 2 semaines après sa sortie, puisque Kennedy s'est fait tuer à ce moment-là. Ouais. Et là, ce film-là a été interdit en Allemagne aussi. Ouais. Pour qui, eux, étaient plus sensibles au sujet encore de l'attentat de 72. Ça s'est passé sur leur territoire. Il collectionne quand même les... Oui, c'est sûr, il est un peu trop visionnaire. Parce que je sais pas comment vous l'aviez. Toi, tu l'as découvert avec l'édition Sidonis. Ouais, j'ai découvert à ce moment-là. Parce que moi, je l'avais vu avant, mais c'était un pauvre DVD Zone 1 Paramount, sans bonus, sans rien à l'origine. À l'époque, dans les années 2000, quand j'ai découvert, c'était vraiment un film sorti à la sauvette. D'ailleurs, est-ce que pour conclure un mot sur l'édition vidéo Ah oui, très très belle édition. Donc il y a un livret de Olivier Père, si je me souviens bien. Il y a pas mal de bonus. Très intéressant. Le livret d'Olivier Père qui est très intéressant sur la pré-carrière de Frankenheimer, justement le contexte dans lequel il arrive sur ce projet, justement. Donc c'est vraiment très fouillé, même les éléments très biographiques. Apparemment, il nous explique qu'il était un peu alcoolique, assez dépressif. Il a eu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière liés à ce côté, ces sentiments un peu de dépression qu'il avait. Donc il y a pas mal d'éléments intimes qui racontent sur sa vie. Donc c'est plutôt intéressant qu'on peut mettre en parallèle avec le contenu du film ou des films précédents. Comme je le disais, les mots du mal américain, comme je le disais, qu'on retrouvait dans d'autres films comme Les parachutistes arrivent ou des choses comme ça. Alors ce qui serait d'ailleurs bien, Les parachutistes arrivent, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film qui mériterait son édition. Très difficile à trouver. Ouais. Bon, je passe le mot. Voilà. On pourra signaler que Sidonis a retrouvé John Frankenheimer en février, le mois suivant, avec Seconds, qui était un film longtemps attendu aussi, un autre film Paramount, et avec des bonus aussi. Bon, il y a un livret, il y a un petit documentaire d'une heure sur sa carrière, il y a une interview incroyable, assez passionnante de Jean-Baptiste Toré, et puis des petites archives où on voit Frankenheimer qui parle de son métier, et une interview du directeur photo James Wong-Ho également. D'accord. Donc il y a un doublé Frankenheimer chez Sidonis à ne pas rater. D'ailleurs, c'est bien, vu que tu parles de Jean-Baptiste Toré, en fait il a fait une conférence durant la rétro à la Cinémathèque, il a fait une conférence où il s'attardait plus spécifiquement justement sur la carrière à la télévision de Frankenheimer, où il faisait des parallèles esthétiques, thématiques par rapport à son œuvre au cinéma après. Alors, la Cinémathèque ne l'a pas encore mis en ligne, que ce soit sur Spotify ou autre, mais
Il y a est sur quelqu'un de YouTube. très sympa qui l'a filmé de manière plutôt correcte au smartphone dans la salle, et ça se trouve sur YouTube. Et puis filmé de manière tout à Et fait j'ai mis- correcte. Moi, j'avais regardé la conférence comme ça, Ouais. j'avais pas pu y aller. Et je recommande, voilà, pour approfondir tout ce qu'on vient de dire. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube la conférence de Toré. Vous trouverez le lien, de cette conférence dans le test de Seconds. Ah, en plus, voilà. Oui, parfait. et surtout, c'est un YouTuber qui s'appelle Alain DMJ Others qui poste une quantité assez hallucinante de conférences, discussions, que ce soit parfois des cadres officiels comme la Cinémathèque ou parfois juste des discussions d'un réalisateur invité à la projection d'un film dans un petit cinéma. Il les filme en entier. Et dans une plutôt, il a qualité l'expérience juste parce que potable. il arrive à tenir vraiment cette série Ouais, de manière je fixe. sais pas comment il fait, s'il tient son micro toute la journée. Enfin bref. Mais voilà, en tout cas, chapeau à lui, merci. Et donc, on va passer au second film de ce programme, le film allemand de science-fiction Eolomea de Hermann Zotsche. Voilà, comme vous pouvez l'entendre à la musique du film, on est direct dans une autre ambiance. C'est un peu plus Très psyché. chill, décontracté, psyché, voilà, qui, je trouve, représente bien cet élément d'un film qui ne sait pas où il va, ni vraiment où il est. Il va dans l'espace, en tout cas, nos personnages, pour la plupart, y sont, et se pose la question, est-ce que vraiment on est si bien que ça sur des satellites, sur les lunes qui environnent la Terre, et dans les ceintures d'astéroïdes du système solaire d'Eolomea. Dans un futur relativement proche, 8 vaisseaux disparaissent au départ de la station spatiale Margot. La professeure Maria Scholl s'embarque dans une mission de sauvetage dans l'espoir de les rapatrier. Elle retrouvera sur son chemin son ancien amour de vacances, le pilote de vaisseau Daniel Lani, qui décide de les aider. Ensemble, ils découvrent que ces disparitions sont liées au projet Eolomea, du nom d'une planète mystérieuse qui aurait tenté de contacter la Terre par le passé. Donc il y a beaucoup des éléments de l'intrigue du film qui restent mystérieux même après le visionnage. Je ne vous le cache pas. Cette planète Eolomea qui est censée communiquer avec l'agence spatiale, qui enverra un message vers lesquels il faudrait se rendre. Qu'est-ce qu'ils essayent vraiment de nous dire? Qu'est-ce que ça représente? Même après avoir vu le film, on n'en est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce que essaient de nous raconter les scénaristes de la RDA et du studio DEFA, c'est que la vie dans l'espace, c'est peut-être pas si excitant que ça. C'est-à-dire qu'on a du coup nos personnages de scientifiques sur Terre qui essaient de communiquer avec les mondes d'ailleurs, et on a nos personnages dans l'espace qui ont un quotidien de prolétaires, d'ouvriers, qui sont dans des tâches quotidiennes, obligés de survivre dans des lieux inhospitaliers, avec forcément des ressources limitées. Le personnage principal masculin, Daniel Lani, a pour problème d'avoir des trous à ses chaussettes et de ne pas pouvoir les remplacer. Il est également en manque d'alcool et un peu en manque de nourriture terrestre. Et c'est peut-être ce que le film réussit à faire de mieux, c'est nous représenter ce qu'est une vie dans l'espace à l'échelle d'une société humaine contemporaine, c'est-à-dire plein de moments vides de vie quotidienne, plein de tracas qui ne sont pas plus résolus parce qu'on vit dans le futur avec des technologies avancées, et qui au final ne romantisent pas, n'idéalisent pas la vie dans l'espace. Et par ailleurs, le film, du coup, son intrigue, c'est cette disparition des vaisseaux, c'est-à-dire qu'on a 8 vaisseaux qui ont disparu et le personnage de la scientifique Maria qui essaie d'expliquer leur disparition et qui, pour y parvenir, mène l'enquête auprès de membres de l'agence qui essayent de les faire, on va dire, cracher le morceau, puisqu'elle comprend qu'il y a un secret, qu'il cache quelque chose. Elle comprend que cette planète Eolomea a envoyé un message et que ces scientifiques ces vaisseaux qui ont disparu sont peut-être partis à sa recherche, mais il faut pour ça qu'elle, on va dire, elle démonte une conspiration. Le film nous dévoile une conspiration en réalité qui prend place dans cette agence spatiale même pour masquer
on va dire, à l'ensemble de la population, le fait qu'on envoie des scientifiques à la recherche de la planète Eolomea. Et qu'est-ce que représente en fait cette mission ? Elle représente un sacrifice, puisque les scientifiques qui ont été envoyés ne reviendront a priori jamais. Le temps de leur voyage sera le temps de leur génération, et ce serait peut-être même seulement leurs enfants qui arriveront jusqu'à la planète et arriveront à renvoyer un message sur Terre. On va dire que le film délivre un spectacle qui est honorable. Il est assez court, il dure 1h20. Il est fourni en effets spéciaux et en scènes, on va dire, de mondes spatiaux. Pour autant, c'est pas dans la mise en scène spectaculaire qui est son point fort. C'est de toute façon clairement pas ce que fait de mieux l'Allemagne socialiste. Depuis longtemps, ses instances dirigeantes essaient au contraire de calmer les intentions maniéristes et spectaculaires de leur metteur en scène pour recentrer l'essence des films sur leur sujet, sur leur vertu pédagogique. Et c'est aussi ce que fait ce film-là, au fond nous racontant le parcours de personnages dont les valeurs principales sont le sacrifice, sont la confiance à accorder au gouvernement qui, même si on ne le comprend pas tout de suite, a au fond toujours en tête le bonheur des générations futures. Et c'est ça l'idée principale qui doit passer. Cette autre idée que je vous évoquais d'un quotidien spatial sans beaucoup d'excitation nous raconte aussi sans doute que cette quête au développement de l'industrie spatiale, que cette guerre que se livrent les régimes de l'Est et de l'Ouest est peut-être un peu vain, parce qu'en réalité, est-ce que c'est si intéressant que ça que de mettre le pied sur la Lune ? Les soviétiques qui n'y sont pas parvenus semblent nous dire que non. Du coup, ces satellites n'ont pas grand intérêt. C'est parce qu'ils n'y sont pas parvenus. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut soupçonner. Si on était un peu... si on est un peu retors, c'est ce qu'on comprend voilà. du film. c'est ça. Sinon, c'est simplement, disons, une actualisation d'un discours du réalisme socialiste sur l'aliénation du prolétariat. Mais qui est, je trouve, tout aussi légitime. Et c'est en cela que je trouve le film assez intéressant. Est-ce que c'est ton avis aussi, Philippe ? Il y a cet aspect-là qui domine. C'est clairement un film de propagande et tout. Après, vu d'aujourd'hui, mine de rien, je trouve que, déjà comme tu l'as dit, c'est suffisamment... C'est parfois une qualité d'un film, hein, c'est suffisamment court pour jamais être ennuyeux, même s'il y a des éléments de l'intrigue qui sont très abscons. Et puis il y a un vrai côté space opéra, on dirait. Il y a des belles images, il y a des beaux moments, il y a une assez belle musique. Il y a tout un emballage là-dedans qui fait que je trouve que le film est... Enfin, il est très plaisant à regarder. Enfin, esthétiquement, je l'ai trouvé très plaisant à regarder. On passe un bon moment. C'est pas l'intrigue qui va nous guider, mais on passe un bon moment. Il y a quelques thèmes qui traversent et qui sont intéressants aussi. Le côté, l'histoire d'amour entre des gens qui sont restés sur Terre et d'autres qui sont dans un vaisseau spatial. Alors, à prendre avec des pincettes, mais on pourrait penser à Interstellar de très très loin, quoi. Mais il y a quand même cet esprit-là, et je trouve que c'est assez touchant aussi. Parce que la manière dont vous le racontez, moi, ça me rappelle un petit peu le premier Alien, quoi. Il y a le côté prolo de l'espace, c'est encore plus franc, là, quand même. Là, c'est vraiment... c'est l'usine, c'est la mine. Eolomea, je trouve, effectivement, il y a vraiment il y a vraiment ce truc... c'est pas rigolo, puis il y a pas... Oui, c'est pas rigolo d'être dans l'espace, et ça sert pas à grand-chose. C'est un peu de ça dont on ressort du film. Il y a plus... En fait, ils étaient là pour rien, quoi. Et puis, il y a pas, oui, après, c'est pas la même dimension spectaculaire, mais on pourrait imaginer ça. Mais voilà, moi, je trouve l'ensemble très plaisant, au-delà, oui, de son côté un peu propagandier, mais encore une fois, on regarderait le même type de film tourné par des Américains, au même moment, on a le même type de propagande. C'est juste que c'est renversé, c'est une autre idéologie, mais souvent, l'opéra de l'espace, ça sert quand même à... Oui, parce qu'il y a un petit côté, moi je pense aussi à... Alors, il n'y a pas le côté écologique ou quoi, mais Silent Running, ouais, il y a un côté un petit peu... J'ai pas vu le film, hein, mais ça me rappelle... Je trouve que c'est une bonne référence. Je trouve que dans l'atmosphère, dans le rythme, et même dans dans l'idéologie, il y a un petit côté Silent Running. Et d'ailleurs, il y a malgré tout une petite imagerie un peu 68 art, je trouve, dans Eolomea, même si on n'est pas du tout dans ce pays-là et dans ces endroits-là. Il y a quand même ce petit côté un peu flower power qui est, oui, absolument. qui est sous-jacent, notamment les scènes sur
sur terre, enfin sur la plage là, etc. Mais c'est ça presque qui est le plus déconcertant, parce que du coup ce que je n'ai pas évoqué, tu as raison de le rappeler, il y a cette amourette entre Daniel et Maria qui en fait s'exprime dans le film à coup de flashback, c'est-à-dire qu'on ne comprend, parmi les nombreuses choses qu'on a du mal à comprendre dans l'intrigue du film, c'est que nos deux personnages ont vécu une histoire d'amour, mais qui a lieu avant que l'on apprenne que des vaisseaux ont disparu. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que comme c'est livré en fait au spectateur en flashback par petites étapes au cours du film, non seulement on a du mal à comprendre cette temporalité, mais on sent bien que c'est une envie de donner, on va dire, dans un film qui est globalement une enquête dans l'espace, qui en fait se traîne un peu avec un suspense plutôt inexistant, quand même il y a du mystère, on n'est pas vraiment pris par l'énergie de l'enquête, et ça ramène un autre ton en fait qui est un ton un peu plus léger, comme tu le dis, un peu flower power, de l'amourette sur des plages, en l'occurrence les plages de la côte bulgare, qui était une république socialiste d'époque, et avec une espèce d'humour un peu décalé, effectivement des tenues affriolantes très 70s. Et moi, je trouve personnellement qu'au contraire, ça a tendance à sortir de l'expérience globale du film. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a presque deux films en un. L'un qui est une comédie romantique un peu kitschouille, et l'autre qui est un film de science-fiction ancré dans le réel, peu spectaculaire quand même, il y a des effets, une belle image et un vrai travail technique de qualité. Et ces deux films qui s'agencent assez mal l'un avec l'autre, quoi. C'est quand même deux sujets, c'est quand même deux films qui se rejoignent. Finalement, ils se retrouvent aussi séparés par le fait qu'il faut bien assurer la conquête spatiale et que le personnage masculin, son métier, effectivement, comme tu le disais, c'est conducteur de taxi dans l'espace. Ça vient rejoindre le fait que aussitôt ils se sont rencontrés, aussitôt ils sont tombés amoureux, bah, et aussitôt ils sont séparés et l'espace fait encore entre guillemets du mal à des humains. Je trouve que ça se tient, mais finalement avec le recul, avec peut-être 2 mois de recul et le fait que moi j'ai pas pris le temps de chroniquer le film, donc avec peut-être un peu moins d'analyse. Moi, ce que je retiens du film en premier, c'est plutôt cette histoire-là. Okay. Je me souviens plus de l'histoire d'amour que je trouve assez touchante finalement. Enfin, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pas la comédie romantique du siècle, mais ça fonctionne pas mal. C'est assez naïf, mais c'est assez touchant. Et je trouve que c'est ça qui ressort du film avant le côté enquête, effectivement, le programme Eoloméa, les communications, etc. Qui pour moi, presque dans le film, deviennent plus une toile de fond de cette. À la fin, j'ai l'impression que c'est plus une toile de fond de cette histoire-là, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est intéressant. C'est plutôt, et honnêtement, du coup, sur cet aspect-là, je trouve plutôt le film agréable et réussi, en tout cas plaisant à regarder. Ah, je comprends. Moi, j'avoue que, effectivement, j'ai plaisant à regarder, ça l'était plutôt. Je m'ennuyais assez peu parce que ça restait aussi un peu drôle. Notamment, cette blouette, quand même, se termine par des plans ralentis assez invraisemblables. De Daniel qui court sur la plage face à Maria qui court à la même vitesse. Ils se retrouvent, ils s'embrassent. Puis après, on a des plans fantasmés de ce qu'aurait pu être leur vie à deux si il était resté sur Terre. Et c'est vrai que thématiquement, c'est intéressant de ce que ça représente, cette séparation, le fait qu'il va aller pour toujours dans une mission spatiale. Il reviendra jamais, mais du coup on nous fait comprendre sa douleur à travers des plans de lui sur une balançoire avec sa compagne, puis ils font sur des petits vélos dans les routes de campagne. C'est quand même assez difficile, on va dire, de rester dans l'émotion de ce que représente la mélancolique de la perte d'un amour avec des images qui ont cette intensité de kitscherie, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment il y a un côté kitsch, il y a une esthétique à laquelle on s'attend quand on regarde un peu un film, on va dire, de l'Est et de cette époque-là. C'est un film qui n'est pas dénué de défauts. Mais clairement, ouais, en tout cas, je trouve que émotionnellement, pour moi, ça, mine de rien, ça fonctionne. On arrive à y croire suffisamment pour suivre le film. Et puis, bon, je trouve que c'est quand même... Il y a quand même après le côté un peu l'originalité. Moi qui suis pas habitué, je vais être honnête, à regarder des productions est-allemandes des années 60, c'est probablement l'un des premiers films que je vois issus de cette production-là. Finalement, il y a une forme d'originalité, enfin, on découvre quelque chose, on n'est pas habitué même à ces modes narratifs-là, tu l'as dit, il y a des enjeux qui se superposent, on comprend pas toujours très bien, mais c'est peut-être aussi un manque d'habitude, j'en sais rien, j'ai pas l'habitude de regarder ces productions-là. Ça a quelque chose de... Enfin, d'une certaine manière, ça a quelque chose de frais, en tout cas pour nous.
Mais le film sort en 1972 et à ce moment-là, dans le cinéma est-allemand, on avait déjà eu plusieurs films de science-fiction et 2 particulièrement de science-fiction spatiale, de l'ordre du space opéra. Le plus récent étant un film qui s'appelle Signal de Gottfried Kolditz, qui est lui aussi sorti en Blu-ray chez Artus. Non, pour le coup, pardon, il est sorti en DVD dans une précédente collection il y a déjà quelques années, tandis que c'est le film Dans la paupière des étoiles qui est sorti en même temps qu'Eolomea. Et donc ce film de 1970 était très sous influence de 2001 l'Odyssée de l'espace, très sérieux. Il y avait pour le coup assez peu du kitsch que je décris, dont nous parlons pour Eolomea. Il y en avait quand même un peu, faut être honnête. Il y avait quand même des moments un peu ridicules, mais dans l'ensemble, ça essayait de se prendre beaucoup plus au sérieux. C'est juste que c'était d'un ennui profond. Le film n'avait pas, on va dire, la profondeur métaphysique, bien sûr, du film de Kubrick ou même du film de Tarkovsky qui sort un peu après bien sûr son Solaris, merci Justin, voilà, le trou inexcusable. Donc on était loin de ces exemples-là, et Kolditz d'ailleurs est un assez mauvais réalisateur en termes de... Et il y avait eu avant 2001 même, il y avait eu un film, comment il s'appelle ce film soviétique là, Ikari Oui, Ikari XB1, alors ça c'est un film tchèque, effectivement, qui lui est de très bonne tenue, et qui est qui est considéré comme, et qui l'est à juste titre presque un précurseur d'Alien, et qui effectivement a aussi un petit charme, on va dire, de cet idéal communiste où les personnages sont tous habités par cette société parfaite, égalitaire, qui, on va dire, dont le mal vient effectivement toujours de l'extérieur, le mal capitaliste, mais qui est un film qui a de vraies qualités en termes de suspense, d'écriture et compagnie, des choses qui manquent au film de Kolditz. Et Eolomea, pour le coup, est plus divertissant effectivement que le film Signal, qui lui était beaucoup plus premier degré. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement, je peux quand même vous le recommander, plus par curiosité que par pur... vous n'aurez pas l'assurance d'un spectacle divertissant, épanouissant, mais le film est court et amusant. Oui, c'est assez marrant, en plus, vous deux, là, j'ai pas vu le film, mais que voilà, Philippe est plus été touché par le côté histoire d'amour et toi plus par le côté idéologique, plus intéressé. C'est assez intéressant, ça donne envie de le voir, en tout cas. Ouais, je pense qu'en tout cas, c'est une curiosité. Ça c'est sûr. C'est quand même assez. Faut saluer Artus de sortir et régulièrement de sortir des films qu'on n'attend pas quand même, de cinématographie peu explorée. Et là déjà c'est une curiosité, c'est quelque chose de neuf. Effectivement, c'est loin d'être parfait du point de vue de la narration, du point de vue de la mise en scène. Donc je trouve que ne serait-ce que pour la découverte, pour voir quelque chose de différent qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder, c'est une belle petite sortie, quoi. Un truc original. Ouais, le film ne sera pas un succès dans les salles est-allemandes. À ce moment-là, c'est le genre du western qui est en vogue. Ça n'empêchera pas la DEFA de produire un nouveau film de science-fiction, donc Dans la poussière des étoiles, qui est sorti aussi par Artus, qui là repousse encore un peu les limites du kitsch et du nanar. Cette fois, on entre véritablement dans la catégorie du nanar. Je vous inviterai à du coup lire la chronique que j'ai postée sur le site DVD Classique pour vous rendre compte. Et puis, est-ce qu'il y aurait autre chose à dire sur ce film Non, on en a dit l'essentiel, je crois. Ouais. On peut signaler quand même que Artus fait un très bel effort, comme Malavida d'ailleurs, sur des films de l'Est, sur des choses très inhabituelles dans le paysage. C'est ce que je disais. C'est très, et c'est soutenu quand même. C'est pas des petits coups comme ça. C'est régulièrement. Il y en a plusieurs par an. Donc alors, ce que je pourrais dire. Ce que je pourrais dire juste sur ces sorties d'Allemagne de l'Est, c'est que en fait, Eolomea m'a donné l'occasion de me pencher un peu sur sa cinématographie, sur les films produits par le studio et sur, on va dire, l'ensemble des films du corpus qui sont pas si nombreux que ça parce que le studio produisait entre 10 et 20 films par an, peut-être une trentaine. C'est pas mal quand même. Mais parce que c'était un pays de 15 millions d'habitants, je crois que c'est plus entre 10 et 20. Donc en fait, sur 40 ans, le régime a duré à peu près 40 ans, ça fait pas tant de films que ça à voir. Et en fait, on en a extrêmement peu qui ont été édités.
Et effectivement, Artus est jalon là-dedans en éditant des films de genre. Il faut être honnête, on est un peu focalisé sur le registre du film de science-fiction pour... du coup, ils ont sorti L'Étoile du Silence, Signal, dont je parlais. Parce qu'il y a aussi ils ont aussi une collection sur les films un peu plus fantasy, contes. Ouais, voilà. Et après, et là, il y a des très très bonnes choses. Le Cœur de pierre, la légende du petit Muc et l'adaptation de Siegfried des années 60. Donc, elle était l'Allemagne de l'Ouest. Il y avait les films aussi d'Alexandre Plouptouchko, que j'en avais chroniqué un, je crois, l'année dernière sur le site. Et il y a vraiment des très très bonnes choses. Le géant de la steppe, des choses comme ça. Ouais, mais là où je voulais en venir, c'est simplement qu'en fait, ils oublient un peu, j'ai l'impression, enfin ils oublient, ou en tout cas, ils donnent pas la priorité, mais c'est pas l'ADN d'Artus, mais il faudrait qu'un autre éditeur se penche peut-être là-dessus, sur la partie du cinéma est-allemand qui pour le coup est plus force de proposition en termes de pur cinéma et de propositions narratives et thématiques qui, on va dire, sont un peu, quand bien même il y a la couleur, on va dire, d'un régime socialiste derrière, il y a une capacité à faire une critique pertinente, soit des systèmes politiques de l'Allemagne d'avant-guerre, nazie ou prussienne, et de tous les systèmes d'embrigadement, d'emprise qui étaient qui correspondaient à ces périodes. Ils y viendront peut-être, hein. Ils ont édité il y a pas si longtemps que ça quelques films de František Vlasil, là, je sais pas si je prononce bien son nom, un Tchèque. Lui, pour le coup, très autorisant, alors je vais pas en dire. Donc ça, beaucoup. c'est chez Artus. Chez Artus, c'est des Blu-ray qui étaient, c'est des éditions Blu-ray, alors qu'initialement en DVD c'était chez Malavida justement. D'accord. Et ils ont sorti d'auteurs tchèques. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'avoue que le seul film que j'ai vu de la série, j'aime pas du tout, donc je vais pas. Mais c'est très très autorisant pour le coup. Enfin, on est sur un autre, on n'est pas du tout dans le cinéma de genre. Donc peut-être qu'ils y ont, mais comme disait Stéphane, ça reste. Enfin, leur ADN reste un peu le film de genre. À la limite, ça serait plus un Malavida, par exemple, un éditeur comme Malavida. Je pense de se pencher là-dessus et puis de. Voilà, en tout cas, un jour, quoi. tout à fait. Bah, alors que de toute façon, je vise pas Artus aussi, particulièrement, mais simplement il y a aussi Aide Distribution là qui ont sorti récemment la Domas le Rêveur là, qui leur sorti en film lituanien. Ouais. Donc qui sortent pas mal de choses aussi de ce type éventuellement. Ça peut être aussi un éditeur possible pour ce genre de titre. Ouais. En tout cas, voilà, le cinéma est-allemand, mais même en vérité aussi, le ouest-allemand reste un continent à défricher pour l'édition vidéo française. Et juste un mot que je n'ai pas évoqué pour ceux qui sont intéressés par les auteurs. Le réalisateur de Eolomea, c'est Hermann Zotsche, qui s'est fait connaître en Allemagne surtout pour des comédies romantiques. Je le précise parce que finalement, c'est ce qu'a le plus aimé Philippe, et peut-être qu'en fait, c'est la véritable force du film. Peut-être qu'au lieu de le catégoriser film de science-fiction, il faudrait le catégoriser comédie romantique. En tout cas, voilà, c'est là où c'est dans ce genre-là qu'il s'est fait connaître, avec des films, des romances adolescentes qui ont beaucoup plu au public est-allemand, qui sont allés les voir très nombreux. J'en ai vu une, moi, de mon côté, qui s'appelle Les Noces Vertes, la fin des années 80, qui, tout en datant de 1989, avait plutôt donné l'impression de dater de 1979. Ça, c'est le charme du bloc socialiste, et qui était pas si mal. Il y avait quand même un petit côté, un mélange entre La Boom et c'était la version est-allemande de La Boom et de ce film de John Hughes. Est-ce que vous l'avez vu, ce film de John Hughes sur un couple qui attend un bébé, La vie en plus, un film de 1988, qui est sorti pratiquement en même temps, donc on peut pas parler d'inspiration. En tout cas, c'était pas mal. Avoir un enfant, trouver un appartement en Allemagne de l'Est en 1989, c'était pas du gâteau, et Hermann Zotsche l'a rendu assez bien. Voilà. Donc un réalisateur dont je vous invite à suivre les éventuelles prochaines sorties si ça se reproduit. Donc on va pouvoir passer au troisième film de cet épisode, le film Compañeros de Sergio Corbucci. Et encore un changement d'ambiance. Voilà, avec cette musique très très catchy et qui rentre bien dans la tête d'Ennio Morricone. À peu près 15 fois dans le film. Voilà, on entend ça 25 fois dans le film, sous des variations différentes. Ça arrive à ne même pas être désagréable tellement je trouve que la composition de Morricone est réussie. Donc oui, Compañeros, un western de Sergio Corbucci. On en est déjà à son 9e ou 10e western à ce moment-là, on est en 1970. Un western qu'on a catégorisé dans le sous-genre du western Zapata, c'est-à-dire le western politisé, qui généralement se déroule pendant la Révolution mexicaine,
Et là, on retrouve un schéma extrêmement classique. C'est l'histoire d'un péon mexicain qui ne sait pas faire grand-chose et qui se retrouve dans le contexte de la révolution mexicaine associé à un Américain. Alors, en l'occurrence, c'est pas un Américain, c'est un personnage suédois, mais c'est pareil, il incarne en tout cas quelqu'un qui vient d'un monde plus riche et qui vient techniquement du Nord. Et les deux vont se retrouver pris dans une révolution pour laquelle ils n'ont pas nécessairement énormément d'intérêt au départ. Ils ont beaucoup plus d'intérêt pour un trésor qui est caché quelque part et auquel pourrait leur donner accès une figure de la révolution qui est en prison au début du film. Donc ils vont rentrer comme ça dans l'action de la révolution, et puis principe classique du western Zapata, petit à petit la situation va évoluer, la psychologie des personnages va évoluer jusqu'à ce qu'ils atteignent ou non une conscience politique. Ce récit-là, on peut le retrouver dans 55 western Zapata, le genre, on peut le dater à 66, on va dire le premier vrai western Zapata très politisé, ce serait El Chuncho, le film de Damiano Damiani. On retrouve toujours le même schéma, les mêmes personnages, un personnage du Nord, un peu... Parce que c'est une métaphore de l'Italie. Voilà, de l'Italie de l'époque. Il y a toujours le personnage du Nord et le personnage du Sud. Le personnage du Sud représenté comme un pouilleux et incarné assez régulièrement dans ce cinéma-là par Thomas Milian. Et puis un personnage du Nord très intéressé par l'argent et qui vient chercher son intérêt dans le Sud. C'est toujours un peu le schéma de ces westerns-là. Et c'est surtout particulièrement d'ailleurs le schéma du précédent. Il y a eu le spécialiste entre les deux, mais on va l'oublier, donc du précédent western de Sergio Corbucci, qui s'appelait El Mercenario et qui raconte à peu près la même histoire, et qui reprend d'ailleurs le personnage principal supposé, en tout cas celui de Franco Nero. Ce qui est intéressant, déjà c'est le ton de ces films-là, ça qu'on a, on a l'habitude de dire le western. Il y a trois grands réalisateurs qui s'appellent tous Sergio, Leone, Solima et Corbucci. Et dans un premier temps, en tout cas, moi, j'avais quand même plutôt identifié Corbucci principalement par Django et par Le Grand Silence, c'est-à-dire qu'un cinéaste extrêmement nihiliste, vraiment le plus noir des trois. Et c'est vrai qu'avec ces films-là, ces films Zapata, Corbucci montre une autre facette qui était déjà intéressante dans El Mercenario, mais qui était un peu rigide, je trouve, du point de vue politique, avec il y a Franco Solinas là au scénario, qui est quand même le théoricien. Il faut peut-être expliquer qui est Franco Solinas. C'est un activiste un peu de gauche, quoi. Et c'est celui qui a écrit le scénario de El Chuncho, justement. C'est par son scénario ce sous-genre du western Zapata a existé. Et en plus, en dehors de son travail sur le western, c'est aussi le réalisateur de La Bataille d'Alger, notamment. Donc c'est un scénariste quand même très politisé, très actif. Le scénariste, tu veux dire, du film? Oui, Franco Solinas. Franco Solinas. Oui, le scénariste. Tu dis réalisateur. Ah, pardon, oui, pardon. Donc c'est le scénariste, et en fait, comme disait Philippe, donc il amène d'ailleurs, c'est lui qui a écrit El Mercenario aussi. C'est ce que je disais, c'est lui qui est au co-scénario, on va dire, de El Mercenario, de El Chuncho, de Colorado, le film de Sergio Solima, qui rentre un peu dans cette veine. Là, on a l'impression que le fait de plus avoir cette figure tutélaire, qui est quand même plutôt un théoricien politique, Franco Solinas, là, Sergio Corbucci se charge tout seul du scénario. Alors, Sergio Corbucci, c'est pas un mec qui est apolitique, c'est aussi un compagnon du Parti communiste, c'est quand même quelqu'un d'engagé, mais c'est moins marqué, c'est moins... Il est un peu plus désabusé, peut-être. C'est moins un théoricien, et je trouve que ça donne à son film un côté assez fou, un côté extrêmement vivant, beaucoup plus... On perd un peu de la raideur un peu schématique qu'on pouvait avoir dans El Chuncho, qui sont des très bons films aussi. Qui sont d'excellents films pour toucher à quelque chose finalement à une mécanique qui est beaucoup plus humaine dans le principe révolutionnaire qui reste exposé, ce qui n'empêche pas le film d'être un film engagé. Alors essentiellement, on va dire sa thématique de fond, si on en oublie l'intrigue, ça va être l'opposition entre des jeunes révolutionnaires qui veulent qui suivent un théoricien un peu pacifiste là,
et une opposition donc entre ceux qui veulent prendre les armes et ceux qui veulent rester pacifistes à tout prix. C'est un peu le schéma auquel répond pas nécessairement d'ailleurs Corbucci. Il laisse un entre-deux, mais c'est très très intéressant de voir qu'effectivement ça fonctionne par instinct. On va voir le personnage de Thomas Millian qui est quand même parti de pas grand-chose, qui va finir par malgré lui au départ, mais devenir une figure de la révolution, et surtout un truc qui est beaucoup plus fascinant. On va donner la fin du film, mais vous le verrez, c'est aussi le personnage de Franco Nero, donc celui du Nord, qui va finir par rejoindre la révolution à la fin, et qui la rejoint de manière relativement spontanée et un peu sacrificielle en plus, parce qu'il va probablement aller se faire tuer dans cette démarche-là. Et voilà, j'ai trouvé le film particulièrement enthousiasmant, je veux dire. On est porté par le récit de Corbucci, porté par son élan révolutionnaire. Ça fonctionne vraiment bien. Le message passe. Le final a paru particulièrement émouvant là, avec donc la mort du théoricien révolutionnaire et puis les quelques événements qui vont s'en suivre. Et ça donne une couleur différente, je trouve, à son œuvre, et notamment à son œuvre westernienne, là, à mettre en opposition avec un film comme Le Grand Silence, qui est une œuvre sublime, mais qui n'est pas particulièrement enthousiasmante. Enfin, c'est pas les mots qu'on mettrait dessus. Là, il y a un souffle de vie qui est assez incroyable et qui se retrouve dans cette musique morriconienne largement surutilisée, mais à juste titre, je trouve. C'est un des trucs qu'il écrit le mieux quand même pour le western italien. Tu veux dire, moi, sur la musique de Morricone, j'ai l'impression qu'à part cette chanson, on a quelques mélodies qui, à mon sens, de ce que j'ai entendu de Morricone, pour moi, c'est toujours un peu des versions de choses un peu moins bien, des versions moins réussies que des mélodies qu'il a déjà fait ailleurs. Le thème du Suédois, par exemple, tu as une espèce de leitmotiv mi-comique, surtout au début du film, où il apparaît, il prend tout le monde de haut. Je trouve qu'il y a une espèce de leitmotiv, il arrive à te caractériser, en plus de la mise en scène de Corbucci, il arrive avec ses leitmotifs musicaux, il arrive à te caractériser... ça reste du Morricone, mais il me semble que pour le coup, c'est à part cette chanson qui, tout en restant dans la tête, et de grande qualité, je trouve que l'ensemble de la partition est c'est un peu du petit Morricone, à mes yeux, à mes oreilles. Il y a beaucoup de Morricone où après il y a la réutilisation des choses à droite à gauche, mais moi je trouve que c'est quand même du bon Morricone. Oui, si, moi j'ai trouvé. Pour vous dire, moi, j'ai chroniqué le film pour DVD classique. J'ai beaucoup de BO de Morricone, j'avais pas celle-ci. Ouais. J'ai terminé le film, j'ai été chercher une BO. Ouais, donc, pareil. À la seconde, le générique de fin, je fais bon, alors. Et sinon, pour appuyer ce que disait Philippe, moi, il y a sur le côté politisé, moi, je trouve que par rapport justement au western Zapata, avec cette présence de Franco Solinas, où je trouve que c'est quand même asséné le message, et quand même, voilà, il veut... Parce qu'en fait, Solinas, le fait qu'il ait été du côté du western, c'est parce que lui, c'est un intellectuel, mais il voyait qu'en allant sur des films d'auteurs intellectuels comme La Bataille d'Alger, il voyait qu'il ne touchait pas les masses, en fait. C'était quelque chose, il jouait à domicile, en quelque sorte, par rapport au public qui allait voir ce type de film. Et du coup, le western Zapata, le western italien, c'était un moyen d'amener ce message au grand public, en quelque sorte, quoi. Et du coup, il y a un côté pas très fin, il y a un côté très asséné, très appuyé, que Corbucci évite. Je pense notamment sur toute la deuxième partie du film. En tout cas, il y a la première partie, j'aime bien comment il introduit les deux personnages, c'est-à-dire qu'il y a le personnage de Thomas Millian, on va dire, qui rentre dans la révolution, c'est par instinct de survie, tout simplement. C'est pour survivre au quotidien, c'est pour pas mourir, pas se faire tuer gratuitement par le tyran en place, le tyran du moment. Il faut s'insérer, et donc il accepte, il s'y mêle sans avoir la foi en la révolution en elle-même. Et il y a le personnage, lui aussi, c'est pas par survie, mais par intérêt, par cynisme, du Suédois. Et je trouve que la mue qu'il y a dans la deuxième partie, avec l'espèce de road movie qu'il y a, avec le personnage de Fernando Rey, du meneur politique un peu pacifiste. Et là, je me dis, si ça avait été Solinas, on aurait eu des grandes tirades, des grands monologues où ça aurait été appuyé. Et là, pas du tout. C'est-à-dire que c'est les situations qui mènent à l'éveil des personnages, quoi. Il y a des situations, parfois il y a la métaphore, l'espèce de métaphore qu'il leur fait avec la tortue, avec des tortues qu'il va ramasser au cours du trajet, ou par les situations où il va essayer de provoquer, éveiller l'humanisme des deux personnages, et par cet éveil qu'il crée chez eux. Je trouve que c'est-à-dire que c'est pas, il leur fait pas rentrer un message dans la tête, il éveille leur conscience
d'une manière assez fluide, assez naturelle dans le film par les péripéties, en situation, sans qu'il y ait ce côté surlignage qu'on peut peut-être avoir avec quand c'est Franco Solinas au scénario. Enfin, j'ai trouvé en tout cas. Après, je trouve que c'est aussi la tonalité comique. Moi, personnellement, le film ne m'a pas beaucoup plu. Je reconnais toutes les qualités que tu décris, Philippe, et vraiment, je trouve que c'est vraiment un film honorable et passionnant. C'est plus vraiment mon ressenti de spectateur durant le film dure combien de temps? 2 heures. 2 heures, ouais. 2 heures. 2 heures quand même. Durant les 2 heures de film, où on est sur beaucoup de péripéties qui vont amener très lentement à voir nos personnages un petit peu changer de regard sur la Révolution, ou en tout cas, c'est vraiment vers la fin que ça se produit. Après, des péripéties qui, pour moi, sont surtout à ressort comique. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est vraiment la comédie Zapata, du film c'est un petit peu prend ça, le dessus. Le western Zapata, très vite, parce qu'en fait, de toute façon, le western italien, on va dire, on le fait commencer en 64, c'est Sergio Leone. Très vite, même vers 68-69, la majorité de la production, elle commence déjà à tirer vers la comédie, que ce soit du western Zapata ou autre chose. Les Trinitas. Voilà, c'est les Trinitas, voilà, donc là c'est des blagues à base de faillots et de claques. Oui, on a déjà les Terence Hill et Spencer, là, Dieu voilà. pardonne-moi Voilà, pas, les exactement. 4 de l'Ave Maria. Donc, on a déjà ça et qui est un peu dominant pour le public aussi, faut pas l'oublier. Et le western Zapata va s'inscrire là-dedans. Là, les tout premiers, on va dire El Chuncho, Colorado, qui peut être mis dans cette catégorie-là aussi, sont extrêmement sérieux. Mais très vite, il va y avoir même El Chuncho, il y a un côté picaresque. Il y a quand même une petite le personnage de comment ça s'appelle oui, mais c'est pas une comédie. Oui, voilà, ouais. Mais il y a ces moments de légèreté, il y a ces moments de... Là, il y a un ton qui peut être un peu plus comique. Après, on n'est pas dans la grosse blague non plus, quoi. Qu'il va y avoir beaucoup. On est en 1970, les films, les westerns italiens, il y en a déjà beaucoup. Où on est régulièrement dans la grosse blague, alors de manière plus ou moins lourde. Là, pour moi, ça reste un ton léger. Ouais. Voilà. Et après, ça m'a quand même fait rire. Le personnage de Franco Nero en introduction, ouais. Les premières scènes quand il arrive tiré à 4 épingles devant les révolutionnaires un peu pouilleux et puis il les prend Enfin, moi j'ai trouvé ça m'a vraiment beaucoup fait rire, surtout son attitude de dandy. C'est sans doute que moi je suis peut-être resté un peu imperméable à l'humour du film, mais quelque chose que tu avais peu dit, c'est que ça reste quand même une couleur du film très forte, la comédie, par rapport au discours politique. On est surtout sur un registre comique malgré lequel ou au travers lequel. Mais la logique du cinéma italien, mais c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Justin, la logique du cinéma italien, en tout cas de beaucoup de cinéastes italiens, c'est de se dire je vais faire de la politique à travers des genres très populaires. Donc c'est du western, encore plus du western comique, c'est du polar où à première vue tu vois quand même essentiellement de la fusillade et du sang pendant 1h30, mais on essaye quand même de glisser des choses derrière. Pour beaucoup de cinéastes politisés, l'idée c'est de se dire si je veux toucher le public, je le fais avec des formes très populaire. Ouais. Et la comédie, c'est mais du coup, c'est aussi, on pourrait s'attendre, Corbucci ayant, même Django est quand même un peu plus sur un entre-deux, dans ses tonalités, il y a pour le coup, c'est pas du tout comique, là. Oui, voilà. Django, c'est pas du tout comique, quoi. Ah, bon, I stand corrected, j'avais en tête des touches de comédie, mais même pas, mais surtout Le Grand Silence, qui, lui, il est vraiment zéro. Vraiment zéro, mais paradoxalement, ou pas d'ailleurs, mais il est beaucoup moins politisé également. Alors, on peut y voir une vision du monde, certainement, mais pas forcément un message politique marqué. Mais en tout cas, c'est l'habitude, et c'est devenu l'habitude, je pense, en 70, de faire des westerns avec quand même au moins de la légèreté, sinon de la comédie. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on est moins dans la grosse comédie que certaines productions de la même époque. On commence à avoir les Bud Spencer, Terence Hill qui se multiplient, quand même dans quelque chose de plus tenu. Est-ce que le film a on va dire une place particulière dans cet échantillon du western italien? Est-ce qu'il a une place dans les westerns Zapata ou plus généralement dans le western? Déjà, c'est la pièce centrale d'une trilogie, parce qu'il a fait 3 westerns Zapata spécifiquement. Donc c'est un jeu Corbucci, il a fait donc El Mercenario, il a fait celui-ci, Compañeros, et il en a fait un 3e que je n'ai pas vu, mais qui est assez réputé. C'est Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette révolution. Donc on aimerait bien voir édité, si les éditeurs nous écoutent. C'est introuvable, où que ce soit d'ailleurs, même en Italie, introuvable. Mais les quelques gens qui l'ont vu, on a d'en dire beaucoup de bien. Notamment dans le bonus, Jean-Baptiste Ray, qui étrangement, il n'est pas très enthousiaste sur Compañeros. Je trouve que si, quand même. Dans le bonus, il le trouve en dessous des 2 autres, en tout cas dans la manière dont il le dépeint, et il était très élogieux sur le 3e. Donc du coup, ça donne envie de le voir. Et donc
Un petit mot sur voilà. l'édition, pardon. C'est ça, j'en viens juste un instant, Stéphane, ouais. un instant. Juste, je donne les infos que le film est donc sorti en Blu-ray en février chez Carlotta. Et du coup, quelques mots quand même sur la distribution du film avant de parler de son édition. D'abord parce que c'est quand même le grand luxe. Il y a Franco Nero, Thomas Milian, on l'a dit, Fernando Doré et Jack Palance dans un rôle assez incroyable. C'est surtout, ce qu'on retient de ce film-là, et pour le resituer aussi dans l'histoire des Western Zapata, c'est la place que prend Thomas Milian, qui est colossale. Alors ça suscitera la colère de Franco Nero, qui était l'acteur presque attitré de Sergio Corbucci, et qui voudra plus travailler avec lui tellement il s'est fait voler la vedette par Milian dans le film. Mais c'est vrai que cet acteur-là, alors pour refaire un peu l'histoire, Thomas Milian, c'est le grand acteur populaire du cinéma italien, mais c'est quelqu'un qui est issu de la bourgeoisie cubaine, qui a fait l'Actors Studio, qui a démarré dans des films plutôt d'auteurs, qui a démarré dans des films d'auteurs, qui a travaillé chez Antonioni, etc. Donc c'est un type avec un bagage énorme et qui prend l'habitude, on va dire, de tourner dans les westerns populaires et notamment d'incarner ce péon classique là. Je crois le fondateur c'est le Colorado. Le Colorado, voilà, où il tient pour la première fois ce rôle-là. Et sa performance, on le voit, il faudrait presque faire un arrêt sur chaque scène, mais on le voit faire un nombre de choses au second plan, à côté, etc., qui sont incroyables. Il occupe l'écran comme jamais. Et je pense que c'est, de tous ceux que j'ai pu voir, je pense que dans cet archétype du péon mexicain, là, vraiment le film dans lequel on le retrouve le plus, et où ce personnage-là est le plus incarné par le créateur du rôle, quoi. D'ailleurs, tu as parlé de Jack Palance, c'est quelque chose qu'on est obligé de dire quand on parlait de la toile de fond politique des Western Zapata, c'est-à-dire que autant ça parlait, comme tu disais, du nord et du sud, des différences sociales, de l'opposition sociale, mais ça parle aussi beaucoup de l'interventionnisme américain, dans le monde, à travers le monde, que ce soit c'était l'époque où ils intervenaient que ce soit au Chili ou autre, où ils faisaient tomber les régimes de gauche pour profiter des richesses et installer des dictateurs. Ils étaient simplement très présents en Italie aussi. Le réseau Gladio, etc., ça servait aussi à contrôler un peu la politique italienne, avant même de se demander s'ils intervenaient au Vietnam. Tout à fait, oui, de l'intérieur, il y avait des agents infiltrés. Ouais. C'est quelque chose qu'on a déjà dès El Chuncho. C'est quelque chose qu'on retrouve là dans Compañeros, avec ce personnage de Jack Palance. C'est quand même une toile de fond, pour dire que sous le divertissement, il y a quand même des choses qui font grincer des dents. Ok, et donc et donc maintenant nous pouvons parler de l'édition Blu-ray sortie en février chez Carlotta, donc une édition qui est un peu gavée de bonus, j'ai l'impression. Donc est-ce que Stéphane, tu peux nous en parler ? Oui, effectivement, Carlotta nous offre là une bien belle édition, assez remplie au niveau complément. Il y a 3 interviews de Thomas Milian, de la veuve de Sergio Corbucci et de Franco Nero. Des interviews classiques intéressantes, mais surtout il y a 2 bonus assez solides. Il y a la présentation de Jean-Baptiste Toré qui moi m'a appris des choses sur le Western Zapata. Je ne savais pas ce que c'était, et effectivement en 25 minutes hyper claire, hyper concise, on a vraiment l'explication du modèle, l'analyse du film, tout plein de choses très intéressantes. Vraiment, c'est passionnant à suivre. Moi, j'ai tout à fait le genre de choses qui me passionne. Et on a encore un ultime bonus, mais pas des moindres. C'est un long documentaire de 1h20 sur Sergio Corbucci, Django je me souviens plus exactement du titre. Django par Django, je crois que c'est ça. Et c'est en grande partie raconté par Quentin Tarantino, qui est un très grand fan du réalisateur, qui lui a appliqué un titre de film, qui fait des références régulières dans ses films au cinéma de Sergio Corbucci, et qui a sa propre analyse aussi, qui dissèque des thématiques, des styles, des choses comme ça dans ses films. Alors c'est surtout centré sur le western. Avec pas mal d'images rares, on le voit sur les tournages. Oui, alors, je ne sais plus si c'est Django ou un autre film, mais on le voit au travail, sur des plateaux. Je crois que c'est Le Grand Silence, je ne sais plus. Mais on le voit en tout cas sur des vraies scènes de plateau, vraiment en immersion, qui sont assez des belles archives en tout cas. Et un mot peut-être sur la qualité de la copie, Stéphane ? La qualité de la copie, elle est correcte, mais c'est
clairement pas. Elle est pas très récente en fait. Elle est sortie en 2014, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis. Donc c'est la même qui tourne depuis 10 ans. Elle est correcte, elle est propre, stable, voilà. Mais c'est pas le, voilà. Enfin, en tout cas, ça suffit pour l'instant. Mais attendez-vous dans 10 ans peut-être Une version 4K. à retrouver le film, voilà. Peut-être un coffret de la trilogie. Ça serait bien, ça. Parce que le troisième opus n'est sorti nulle part, donc le troisième opus peut-être en ce moment en train d'être soumis à des vérifications de droit, et qui sait si on n'aura pas surtout les prods italiennes, il y a que des coprods, entre l'Espagne, l'Italie, la France. Ouais. Toujours compliqué quand il faut. Quand les prods italiennes sont même pas sorties en Italie, souvent c'est quand même assez mauvais signe. En tout cas, c'est une très belle édition. On souvent sur d'autres éditeurs, enfin même Carlotta qui fait quand même du très beau boulot, faut pas non plus exagérer, mais beaucoup d'éditeurs, on sent le soin apporté aux compléments qui remplissent beaucoup de choses avec beaucoup de soit des bonus perso spécialement produits, des entretiens, ou alors avec des archives aussi. Donc et là c'est vraiment le cas ici avec tout un tas d'entretiens, de l'analyse et un documentaire. C'est vraiment tout ça pour D'ailleurs, curieusement, le documentaire, le Django par Django, était trouvable. Alors, il était visible il y a quelques années sur Netflix. Je sais pas comment c'était. Je l'avais vu une première fois comme ça, c'était il y a 4-5 ans. Je sais pas, alors je pense pas qu'ils l'ont produit, ils ont dû acheter des droits ou non, c'est acheté. Ils l'avaient acheté, mais il était visible sur Netflix. C'est toujours mieux de le pouvoir l'avoir. Je crois même qu'il a été projeté en salle et on le trouve dans d'autres éditions, pas françaises, mais dans d'autres éditions, d'autres films d'ailleurs. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est toujours intégrer un documentaire de long métrage, on va dire, qui passait à Cannes ou qui passait à Venise, enfin qui est des documentaires officiels comme ça. C'est toujours très très intéressant de les avoir sur des supports physiques en fait. Tout à fait, vous saurez où le trouver. Et bien, dernière partie de ce premier épisode du podcast DVD Classique, un petit temps recommandation rapidement. On va essayer on va voir, soit on reste connecté au film dont nous avons parlé ou pas. Donc ma recommandation pour ce podcast, je reste dans le cinéma est-allemand édité par Artus, c'est le film Cœur de pierre de Paul Verhoeven, non pas le Hollandais responsable de Basic Instinct ou Robocop, mais bien un réalisateur est-allemand qui a commencé sa carrière sous le régime nazi comme réalisateur et qui a continué après en Allemagne de l'Ouest. Et là, c'est l'une de ses 2 incursions pour la DEFA et son meilleur film, pour autant qu'on sache. Et c'est un film de conte de fées très réussi, vraiment charmant, qui respecte tout à fait l'ambiance du conte de Wilhelm Wolff, l'auteur du 19e siècle qui est né à Stuttgart, et qui raconte du coup une histoire se situant une légende de la forêt noire. Et le récit est respecté, l'ambiance est merveilleuse à souhait. Techniquement, c'est une réussite parfaite. Les effets spéciaux sont d'un haut niveau. On les doit à des techniciens très aguerris qui ont, il faut le dire, fait leurs armes pour certains dans le cinéma muet allemand chez Fritz Lang ou Murnau, pour Ernst Gusman, l'auteur des effets spéciaux, mais aussi du côté des productions nazies. Mais bon, n'empêche qu'ils ont bien bossé et ils bossent très bien sur Cœur de pierre. Voilà, donc un film que je vous invite à voir, qui évidemment plaira plus aux enfants qu'aux adultes. La teneur de l'histoire reste un conte moral, mais ça reste un très bon spectacle de cinéma. Maintenant, est-ce que Justin, tu peux nous donner toi ton titre, ta recommandation? Ouais, alors ça va être une recommandation musicale, donc ça va être un album sorti il y a quelques mois, je crois la fin 2024, qui s'appelle A Spectre of Sound, James Bond Music Reimagined. Alors c'est en fait un artiste qui s'appelle Arild Brotter, un artiste norvégien, qui fait plutôt du rock progressif dans son style de musical. Il a un groupe à côté de cela, et en fait il est extrêmement fan de la saga James Bond et de John Barry, et donc il a décidé de faire un album de reprise de James Bond. Alors les albums de reprise de James Bond, il y en a des dizaines, des centaines qui existent, sauf que lui c'est particulier. C'est-à-dire qu'il va pas reprendre les chansons, déjà, pour commencer. Il va reprendre que les pistes instrumentales. Et il va pas reprendre forcément les plus connues. Donc c'est vraiment un truc pour fans. C'est vraiment les pistes... si on est fan de John Barry et de James Bond, il reprend les pistes que les fans connaissent, mais que le commun des spectateurs n'a pas forcément retenu. Mais du coup, c'est assez jubilatoire. Il fait des espèces de mash-up
en version électro-rock, on va dire, entre les deux, avec ce côté un peu prog, avec beaucoup de guitares en avant, des boîtes à rythme et ce genre de choses, et réussit vraiment à revisiter de manière assez brillante ces thèmes de James Bond. Alors il y a des thèmes, même des thèmes qui sont mauvais de base, par exemple je pense à la BO de GoldenEye de Eric Serra, qui est unanimement considéré comme la pire de toutes, et réussit à juste par un travail de réorchestration, de réinstrumentalisation, à rendre ça plutôt pas mal. Et vraiment, c'est super intéressant, surtout le côté mash-up. C'est-à-dire que quand vous écoutez, il réussit à faire des mash-up de 4, 5, 6 thèmes en un dans des suites musicales, et c'est assez captivant. Du coup, quand on est fan de James Bond, on essaie de à chaque fois repérer à l'oreille quelle piste s'enchasse dans une autre, et c'est assez splendide. Donc voilà, donc à tout un album, un long album, il y a 20 morceaux où il réussit à vraiment mener ça de bout en bout, et pas en choisissant la facilité. Même les instrumentaux, c'est pas les instrumentaux forcément ceux des films les plus connus, hein. Il fait des instrumentaux avec genre des Octopussy, des Roger Moore, des films un peu plus où la musique est un peu moins c'est connu, un peu moins diffusée que d'autres James Bond. Donc c'est assez captivant. Je trouve que c'est une belle réussite. Et ça serait Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'artiste? L'artiste s'appelle Arild Broter, donc Arild A-R-I-L-D, Broter B-R-O, alors, et avec un trait comme peuvent l'écrire les Nordiques, mais bon, on va dire O, B-R-O-T-E-R. Et donc le nom de l'album, donc A Spectre of Sound, James Bond Music Reimagined. Très bien. Et toi, Philippe? Et donc, ouais, moi, c'était revenir au cinéma et rester dans la veine du western Zapata, puisque l'année dernière, je crois, est sorti chez BQHL et Viva la Révolution. Donc encore que tu as chroniqué. Que j'ai chroniqué, encore un western Zapata, encore un western politique, encore un western aussi avec beaucoup d'humour, peut-être même un peu plus que dans Compañeros, mais qui fonctionne également très bien. On y retrouve à nouveau Franco Nero, et on y retrouve Eli Wallach qui reprend un rôle un peu cousin de celui qui tient dans Le Bon, la Brute et le Truand. Un rôle cousin de Tuco, ouais, avec un peu les mêmes caractéristiques et le même style de jeu, mais c'est extrêmement plaisant. Et puis c'est l'occasion de voir un autre bon western Zapata dans le même registre, et puis de prendre contact avec le cinéaste Duccio Tessari, qui a connu pas mal de sorties d'ailleurs ces 12-18 derniers mois. Notamment il y a eu le film tourné avec Alain Delon, les grands fusils. Il y a eu le procès des Doges qui était sorti chez Gaumont. C'est un cinéaste particulièrement intéressant, à la fois sur ses obsessions, sur la question de la justice, et ces choses-là, et puis son savoir-faire qui est celui d'un très bon artisan italien des années 60-70, capable de tourner des scènes d'action efficacement, et de livrer des films assez denses, mais en même temps qui a son propre regard, son propre rythme un peu singulier par rapport à la plupart de ses contemporains, et que je trouve particulièrement intéressant d'explorer. Donc Et Vive la Révolution de Duccio Tessari, qui est sorti chez BQHL, je crois que c'était en 2024. Je ne pourrais pas dire quand précisément. Très bien. Et pour conclure, Stéphane? Eh bien, moi, je vous conseillerais le film Mate One de John Sayles. Matewan, c'est ça, Matewan. Matewan. En fait, ouais. Moi, je disais aussi Matewan avant d'entendre le film. Ah, c'est ça. Matewan. En fait, c'est sorti il y a un peu plus d'un an, en février 2024, je crois. Et le film l'édition a reçu le prix de la critique du meilleur Blu-ray de patrimoine français. C'est édité par Intersection, un jeune éditeur qui donc a sorti récemment des films polonais et qui avait sorti une petite salve il y a un an et un peu plus. Et donc c'est John Sayles surtout, c'est le premier film qu'ils éditent de John Sayles. Il y en aura un autre dans quelques mois qui s'appelle Baby It's You. Et John Sayles est un réalisateur indépendant américain dont vous avez peut-être entendu parler grâce à Lone Star, qui était sorti dans les années 90. C'est comme ça que moi je l'ai connu. Qui a beaucoup écrit aussi au niveau des scénarios. Il a écrit pas mal de scénarios de gros films dans les années 70. Il y a eu Piranha, le Crocodile de la mort, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est un script docteur aussi du cinéma hollywoodien des années 80-90 qui a pas mal agi en il a réalisé une vingtaine de films quand même. Et toujours production indépendante, je crois. Production indépendante, avec des
avec une conscience sociale, etc. Donc là, ce Mate One, c'est presque un western, mais ce n'est pas un western. Ça se passe dans les années 20 aux États-Unis, une région minière détenue par une grosse corporation qui mène sa loi, qui écrase les ouvriers, et parmi un jour, un jeune syndicaliste va essayer de faire adhérer les mineurs au syndicat, à l'Union, et donc c'est tout ce chemin avec le portrait de groupe, les différentes populations qui vont finir par s'entraider ou se faire connaissance, enfin vivre ensemble, etc. Et puis sous la mainmise d'une force capitaliste, on va dire, qui les écrase. Voilà. Donc ça date de 1987. Il y a Jason Statham. Pardon, n'importe quoi. C'est de 1987. Je ne sais plus. C'est un Statham, mais je ne sais plus lequel. Enfin bref, c'est le premier rôle de Chris Cooper, l'acteur Chris Cooper qu'on reverra dans Lone Star d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment, c'est captivant. La restauration est très belle, la reconstitution d'époque est très belle, et c'est vraiment très prenant avec un duel final comme dans un western. C'est vraiment c'est un western dans les années 20, on va dire. Et voilà, et une carrière, un réalisateur à redécouvrir sans doute. Et dans l'édition d'ailleurs, il y a un excellent bonus d'une jeune journaliste, d'une jeune critique qui résume en une demi-heure le cinéma de John Sayles. Vraiment, c'est passionnant à écouter, et c'est surtout très alléchant pour les futures redécouvertes. Et bah voilà. Super, merci beaucoup Mate Stéphane. Mate One, donc, de John Sayles. Merci à toi, merci à Justin Philippe d'avoir participé à ce premier épisode du podcast DVD Classique. Et on se retrouve bientôt pour un second numéro consacré cette fois à Walter Hill. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée selon quand vous écoutez ce podcast. Salut à tous. Salut à tous. À bientôt.